Bonjour Pierre Barbancet. Bonjour. Ce 13 février, il y aura le procès de Ahed Al-Tamimi, une jeune fille palestinienne qui est dans la prison depuis décembre. Et la fin de janvier, c'était son anniversaire, qui était tenu aux habitants de Hébron, qui ont fêté son anniversaire, mais elle était dans la prison. Parmi les invités, parmi les organisateurs de cette fête d'anniversaire, on distinguait bien les parents de Salah Hamouri. En sachant qu'il y a à peu près 7000 prisonniers palestiniens en Israël, et il y a à peu près 350 enfants, est-ce qu'en insistant, en présentant ces deux, que l'un représente enfant et l'autre jeune de cette génération, on peut dire que l'État israélien a peur de mouvements pacifiques des jeunes? Oui, c'est clair que le gouvernement israélien aujourd'hui essaye de tuer dans l'œuf ce qui pourrait être la prochaine révolte, alors d'une manière ou d'une autre, ne parlons pas d'intifada, mais en tout cas une réaction et un mouvement de la jeunesse palestinienne contre cette occupation qui se poursuit depuis plus de 50 ans maintenant. Occupation dont les réalités au quotidien, notamment pour les jeunes, c'est de leur dire vous n'avez pas d'avenir, vous ne pouvez pas vous déplacer librement. Donc, dans un monde aujourd'hui multiculturel qui est ouvert, ces jeunes-là sont régulièrement bloqués chez eux, sont menacés, sont emprisonnés, comme vous venez de rappeler avec les chiffres. Et donc je pense que oui, Israël aujourd'hui a peur de la révolte de ces jeunes Palestiniens, qui est une nouvelle génération qui arrive, une nouvelle génération qui doit aujourd'hui trouver son mode d'action contre l'occupation, en sachant que l'expérience palestinienne depuis plus de 50 ans a expérimenté la lutte armée qui n'a pas fonctionné, a expérimenté la voie diplomatique qui n'a pas fonctionné. Donc on dirait aujourd'hui qu'on est dans une impasse politique au sens large du terme. Et je pense que cette jeunesse-là essaye de trouver son véritable chemin, peut-être un mix entre ces deux formes de lutte, notamment dans les territoires occupés, de faire revivre et naître le grand mouvement palestinien national. Et c'est ça qu'Israël veut empêcher aujourd'hui. Alors, ne craint pas de s'attaquer évidemment à ceux qui manifestent, donc même ceux qui ne sont pas majeurs, ce qui est le cas de Ahed Tamimi, qui, vous l'avez rappelé, a fêté ses 17 ans en prison le 31 janvier. Arthur Rimbaud disait on n'est pas sérieux quand on est 17 ans, mais Ahed Tamimi montre qu'en fait ils sont très sérieux, et ce qu'ils veulent c'est vivre, et donc pas vivre sous occupation, et c'est ça qui s'est passé. Ça veut dire que les jeunes, ils essayent un mouvement pacifique, sans armes, dans le cadre démocratique entre guillemets existant d'Israël, et l'État israélien l'empêche. Pourquoi? Est-ce qu'il ne préfère pas un mouvement armé en face de lui pour un petit peu donner des prétextes? Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ou d'Avigdor Lieberman, son ministre de la Défense, ou Naftali Bennett, son ministre de l'Éducation. Lieberman et Bennett étant eux-mêmes des colons et vivant dans des colonies dans les territoires occupés, sont membres du gouvernement. C'est un gouvernement israélien aujourd'hui. Beaucoup de gens en Europe se sont élevés sur le fait que maintenant il y a des ministres d'extrême droite en Autriche. J'entends moins les réactions sur le gouvernement israélien qui lui-même est composé aussi de ministres d'extrême droite et qui sont très très dangereux. Donc que cherche la jeunesse palestinienne? Je l'ai dit, elle cherche à se libérer en fait. Est-ce que ce mouvement est construit? Je ne pense pas pour l'instant. Je pense y compris les institutions palestiniennes, quelles qu'elles soient, y compris le Hamas et le Fatah, ne sont pas complètement en phase avec cette jeunesse, n'arrivent pas à proposer quelque chose dans lequel cette jeunesse pourrait se retrouver. Le danger, évidemment, c'est que ce soit des rebelles sans horizon, ce qui arrangerait effectivement le pouvoir politique en Israël, parce qu'il n'y a pas de discussion possible, parce qu'il n'y a pas de représentants, parce qu'il n'y a pas de visibilité sur ce qui arrive, et parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle cette génération-là, on l'appelle la génération d'Oslo, c'est-à-dire ceux qui sont nés au moment de la signature des accords d'Oslo en 1993, ces gens-là, ces jeunes, n'y croient pas. Donc ils se disent il y a quelque chose qui ne va plus, et il faut qu'on arrive à exprimer d'une autre manière notre volonté de vivre libre, de vivre sans occupation, de vivre dans un État palestinien. Est-ce qu'on peut dire un mot sur chacun de ces deux, la jeune fille Ahed Al-Tamimi et Salah Hamouri? D'abord, Ahed. Voilà.
Aed, bon, son père est quelqu'un qui, dans le village de Nabi Saleh, où ils habitent, en Cisjordanie, est quelqu'un qui a souvent dirigé les manifestations, ce qui sont des manifestations pacifistes qui se faisaient tous les vendredis, jusqu'à il y a quelques temps où la répression israélienne a été telle, il y a eu tellement de blessés dans les manifestants qu'ils ont arrêté ces manifestations hebdomadaires qui étaient organisées. Mais donc, Aed, mais peut-être ça peut étonner ici en France ou en Europe, mais la jeunesse palestinienne est confrontée à de la politique à tout moment, puisqu'elle est confrontée à l'occupation, puisqu'elle est confrontée au checkpoint, parce qu'elle est vue très jeune, ses parents se faire humilier par des soldats israéliens, par des jeunes soldats israéliens. Ils ont vécu le fait que leur village soit bloqué, qu'ils ne peuvent plus sortir. Donc tout jeunes, en fait, ils sont avec leurs parents, ils sont déjà investis dans quelque chose, dans une espèce de lutte, et en tout cas, cette expression de non à l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Donc Aed Tamimi, alors en plus peut-être par son physique, parce qu'elle est blonde, parce qu'elle a les yeux clairs, passe pour une icône, mais je ne pense pas que son but à elle soit d'être une icône. On compare à Shirley Temple dans les journaux. Oui, moi, les comparaisons, je pense que ce qui est intéressant, au contraire, c'est que les jeunes Palestiniens se retrouvent en fait dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle a fait. Et s'identifient. Et s'identifient un peu à elle, mais vous citiez Salah Hamouri tout à l'heure, qui est un peu plus âgé qu'elle. Mais effectivement, ça représente cette révolte, cette recherche de révolte. Alors Salah Hamouri, en plus, il est franco-palestinien, malgré les 7 années de prison qu'il a faites dans un contexte de procès inique, puisque d'abord, rappelons que c'était un tribunal militaire, à Aed Tamimi, ça va être la même chose, c'est un tribunal militaire dans les territoires occupés qui est censé les juger, entre guillemets. Et la deuxième chose, c'est que Salah Hamouri, quand il avait été condamné à 7 ans de prison, en fait, le deal, comme on dit, ça a été soit vous plaidez coupable et vous prenez 7 ans, soit vous dites non coupable et vous prenez 14 ans. Quand on a 18 ans, ce qui était son cas à l'époque. La majorité des prisonniers palestiniens sont obligés, ils sont poussés pour faire ça, pour accepter cette deal, si on peut dire. Bah souvent, surtout quand on a 18 ans, c'est quand même très très compliqué. Moi, je pense que le choix, il est absolument affreux. Comment choisir entre 7 ans et 14 ans d'emprisonnement bon. Certains le refusent, mais voilà, s'il y a autant de prisonniers politiques palestiniens dans les geôles israéliennes, c'est parce qu'il y a des peines très très lourdes qui ont été prononcées. Il y a des gens qui ont été enfermés avant les accords d'Oslo et qui sont toujours en prison. Donc on ne le dit pas assez souvent, mais les plus vieux prisonniers politiques dans le monde sont dans les cellules israéliennes aujourd'hui. Et donc ça, je crois qu'il faut le dénoncer. La deuxième chose que je voulais rajouter sur Salah Hamouri, c'est qu'il est franco-palestinien et que malgré ses 7 ans de prison, quand il est sorti, il a repris ses études à l'université de Ramallah, qu'il est devenu avocat, et c'est quelques jours après être devenu avocat qu'il a été de nouveau arrêté sous des prétextes qu'on ne connaît pas, puisque je rappelle qu'il a été arrêté puis placé en détention administrative sur la demande expresse du ministre de la Défense à Victor Lieberman, et que la détention administrative, ça signifie, que le dossier n'est pas connu, même les avocats du prisonnier, donc en l'occurrence Salah Hamouri, n'ont pas accès au dossier secret qui pousserait à les mettre en prison, qui représenterait un danger pour la sécurité d'Israël, et que cette détention administrative peut être prononcée pour 6 mois et renouvelable autant que les autorités le décident. Donc voilà, le problème aujourd'hui, c'est que à travers Salah Hamouri et à travers Aed Tamimi, on a 2 exemples de ce que signifie l'occupation, de la répression israélienne et de l'occupation, et que dans ces 2 cas, Salah Hamouri a été mis en détention administrative vers la fin août 2017, donc il est censé sortir le 28 février de cette année, donc d'ici une dizaine de jours. Personne ne sait s'il va sortir ou pas, ce qui est aussi une torture psychique. Le prisonnier ne sait pas s'il doit se préparer en se disant il ne me reste plus que 10 jours à tirer et je vais sortir, ou il doit se blinder en se disant je risque de rester encore et donc il faut que je prépare mon esprit à faire comme ça. Et Aed Tamimi, qui n'a que 17 ans, il risque plusieurs années de prison pour un geste qui est un geste d'enfant presque adulte, mais qui ne supportait plus de voir son cousin qui a été blessé par une balle en caoutchouc qui entourait du métal et qui a été défiguré. Et donc elle est allée dire aux soldats israéliens qui se trouvaient là ce qu'elle pensait avec des coups de pied et des gifles. Mais une jeune fille frêle de 17 ans comme ça, face à 2 soldats israéliens qui sont on voit dans les photos, elle est un tiers de on voit très bien. Donc c'est pas ça, c'est pour l'exemple de... C'est l'exemple. Peut-être que la gifle de Aed Tamimi représente plus contre l'occupation que beaucoup d'autres gestes ou beaucoup d'autres manifestations. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant. Et en tout cas, c'est clair qu'à travers ces 2 exemples-là, on a la volonté de faire taire toutes les voix qui veulent combattre contre l'occupation. Donc raison de plus pour qu'ici, en France, on développe ce combat pour Salah Hamouri, qui est franco-palestinien, et pour Aed Tamimi, dans ce qu'elle représente de la jeunesse et de l'avenir de la Palestine.
Est-ce qu'on peut dire un mot aussi, comme ça concerne aussi les jeunes, c'est la reconnaissance de Jérusalem par l'État des États-Unis comme capitale d'Israël et le souhait du gouvernement, le pouvoir palestinien pour faire reconnaître l'État palestinien à l'Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que ça va aboutir bientôt? Alors, est-ce que vous avez des infos à ce sujet pour nous? Non, parce que tout dépend de beaucoup de processus politiques, diplomatiques et géopolitiques. Et dans cette région-là, évidemment, la question de la Palestine, je trouve, doit être centrale. Malheureusement, elle ne l'est plus aujourd'hui, ce qui a permis évidemment au président américain de prendre cette initiative-là de reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est un fait très très grave en réalité, parce que c'est une remise en cause de tous les accords qui ont été signés jusqu'ici. C'est un chèque en blanc qui a été donné à Israël, qui a annexé, qui occupe et qui annexe Jérusalem-Est depuis 1967. Et donc aujourd'hui, et on voit bien quand on se rend sur place, on voit bien qu'Israël n'a pas du tout l'intention de lâcher. Ils construisent des routes, ils construisent des tramways qui relient les colonies. Ils veulent même développer maintenant le tourisme sous prétexte qu'il n'y a plus assez de chambres d'hôtel disponibles à Jérusalem. Ils commencent à construire des hôtels dans les colonies, donc pour accueillir des touristes du monde entier dans ces colonies, donc les rendre quasiment légales, alors qu'au regard du droit international, ces colonies sont totalement illégales. Donc là, il y a un vrai problème qui se pose. Mais l'autre problème aussi, c'est que la réaction de la communauté internationale est quand même relativement faible, et voire atteint presque de la lâcheté. Et on se demande même comment ça se passe. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements pour Salah Hamouri en France, les comités de soutien pour sa libération, notamment celui présidé par son épouse Elsa Lefort Hamouri, des interventions des élus et notamment des députés communistes au Parlement, des sénateurs et au Parlement européen, avec Patrick Leyarik, le directeur de l'Humanité, qui est député européen également. La campagne que nous menons, nous avons essayé d'alerter. Les grands médias aujourd'hui font le silence total sur ce qui arrive à nos compatriotes quand même, ce qui est assez grave. Mais la pression a quand même abouti d'une certaine manière, puisque nous avons appris que le 10 décembre dernier, en recevant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président de la République française, Emmanuel Macron, est intervenu pour soulever le cas de Salah Hamouri, pour lui demander sa libération. C'est un résident de Jérusalem. C'est un résident de Jérusalem. Même son enfant. Mais c'est pour montrer comment Israël se comporte. C'est-à-dire que là, il le juge, il l'emprisonne sous une loi civile, et pas une loi militaire, puisqu'il ne considère pas que Jérusalem est occupée. Donc le président de la République est intervenu, tant mieux, je pense qu'on peut que s'en féliciter, mais on se demande ce qui se passe quand même. Est-ce que Benjamin Netanyahou a décidé d'humilier la France quand le président de la République intervient pour la libération d'un des ressortissants français? Il n'y a pas de réponse. On ne sait pas si Salah Hamouri va sortir le 28 février. Je pense que les autorités françaises devraient encore un peu plus hausser le ton, parce qu'on ne peut pas laisser faire une chose pareille sous des lois. Je rappelle que la détention administrative, c'est quelque chose que les Britanniques utilisaient en Irlande du Nord contre les patriotes irlandais, et qu'utilisaient le système de l'apartheid en Afrique du Sud contre les combattants de la liberté avec Nelson Mandela. Donc voilà, c'est ça la détention administrative. Donc je pense que les autorités françaises devraient encore plus parler fort, parce qu'autrement c'est la France entière qui va être humiliée par l'attitude israélienne. Merci beaucoup, Barbara.